pour vous inviter à la consultation, il y a eu un avis public qui a été publié sur le site Internet de la Ville par notre service du greffe. Et puis, on a aussi envoyé par courriel un communiqué aux listes d'abonnés de la Ville, de tous les arrondissements, également les gens qui s'intéressent au sujet de l'aménagement du territoire et puis aussi au conseil de quartier, aux listes d'abonnés des conseils de quartier. Donc, voilà pour les moyens d'information. Le déroulement de ce soir, donc, dans un premier temps, il y aura une présentation donc, qui va être faite par Vanessa Dionne et puis par la suite, une période de questions et commentaires où les gens, les personnes présentes ce soir dans la salle, faudra venir au micro pour poser vos questions pour qu'on puisse vous entendre en ligne. Puis les gens en ligne, vous pourrez également poser vos questions, soit en levant la main ou en utilisant le bouton QR. Alors, avant de commencer, je vais d'abord donner la parole à Madame Boucher pour un mot de bienvenue et d'introduction. Et ensuite, ce sera la présentation. Bonsoir. Merci d'être présent ici ce soir en salle et en ligne. Peut-être ceux qui étaient là la dernière fois qu'on avait fait les consultations, ça fait un petit peu plus d'1 an, en fait, qu'on a fait les consultations pour le premier projet de règlement, le premier règlement sur les unités d'habitation additionnelles. Donc, lorsqu'on avait fait les consultations, à ce moment-là, plusieurs citoyens nous disaient qu'on n'allait pas assez loin, qu'on était en mesure d'aller un petit peu plus loin dans cette réglementation-là. Ce qu'on avait pris comme engagement, c'était de revenir, donc de laisser passer une année, de laisser passer le règlement comme il était à ce moment-là, puis de revenir vers les citoyens pour voir si on pouvait assouplir puis élargir un petit peu cette réglementation-là. Donc, c'est dans cette optique-là aujourd'hui qu'on revient vers vous avec ces quelques assouplissements au niveau de la réglementation pour permettre l'ajout finalement d'unités d'habitation additionnelles. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Moi, je me mets en mode écoute à ce moment-ci et je laisse le personnel de la Ville vous présenter la réglementation. Merci, Madame Boucher. Juste préciser que la présentation va être disponible sur le site Internet, la page de la consultation dès demain, ainsi que l'enregistrement. Donc, si vous voulez revoir par la suite, là, ça sera disponible. Alors, je cède la parole à Madame Dionne. Merci. Bonsoir tout le monde. Donc, pour la présentation aujourd'hui, là, je vais d'abord présenter une mise en contexte, puis les modifications réglementaires que l'on propose et je vais terminer avec les prochaines étapes. Donc, on débute avec la mise en contexte. Donc, vous le savez, on est dans un contexte de pénurie de logements actuellement. La volonté de la Ville, c'est de créer 80 000 nouveaux logements d'ici 2040. Et pour y arriver, on doit construire des logements pour tous les types de ménages sur le territoire de la Ville. En assouplissant la réglementation sur les unités d'habitation additionnelles, on cherche à offrir un éventail de possibilités aux citoyens. On cherche à diversifier les types de logements qui sont offerts sur le territoire. Avant de commencer, on va s'assurer que tout le monde part avec la même base au niveau de la terminologie. Donc, si on regarde, là, on a une habitation isolée de un logement. Qu'est-ce qu'on entend par habitation isolée de un logement? C'est un bâtiment isolé qui compte seulement un logement, donc l'unifamilial isolé. On a aussi l'habitation isolée de 2 logements, donc qui est un bâtiment isolé qui compte 2 logements. C'est le même principe pour l'habitation isolée de 3 logements. Puis, on a aussi des habitations jumelées. Qu'est-ce qu'on entend par habitation jumelée? Donc, c'est un bâtiment qui est relié à un autre bâtiment. Puis, dans une habitation jumelée, il peut y avoir un logement, il peut y avoir 2 logements, il peut y avoir 3 logements, il peut y avoir plusieurs logements. On a aussi le logement d'appoint. Qu'est-ce qu'on entend par logement d'appoint? En fait, c'est le logement qui est à l'intérieur du bâtiment principal. C'est un logement qui est plus petit que le logement principal. C'est la notion de logement d'appoint, elle a été intégrée au règlement en juin l'année dernière. On a aussi la maison de jardin, qui est un bâtiment accessoire détaché du bâtiment principal, puis un logement qui est aménagé dans ce bâtiment-là. Donc, c'est la maison de jardin. Donc, Mme Boucher l'a bien mentionné, on est venu en 2024, en fait, on est venu permettre l'aménagement d'unités d'habitation additionnelles, donc autant le logement d'appoint que la maison de jardin, comme usage associé à une habitation isolée de un logement. Donc,
selon la réglementation actuellement, c'est seulement les habitations de un logement qui peuvent avoir une unité d'habitation additionnelle. Puis, c'est dans les zones où l'habitation est permise. Puis, il y a certaines conditions d'implantation qui s'appliquent. Depuis juin 2024, en fait, il y a des permis qui ont été délivrés sur le territoire de la ville. On parle de 3 permis qui ont été délivrés pour la construction d'une maison de jardin et 2 permis qui ont été délivrés pour l'aménagement d'un logement d'appoint. Madame Boucher l'a bien mentionné, donc on a eu plusieurs demandes citoyennes pour assouplir, aller plus loin dans la réglementation concernant les unités d'habitation additionnelles. Puis c'est la raison pour laquelle on a planché sur des modifications réglementaires qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, l'objectif des modifications, c'est vraiment de répondre aux demandes citoyennes qu'on a reçues. C'est aussi de diversifier les types de logements qu'on peut offrir sur le territoire, d'assurer une intégration cohérente dans le territoire qui est assujetti à la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec, donc la CUCQ. Et les modifications visent aussi à simplifier le calcul relatif à la superficie de plancher pour le logement d'appoint. On va faire le tour là, des modifications proposées. Donc, les modifications proposées, c'est le règlement RVQ 3421 qui modifie le règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement relativement aux unités d'habitation additionnelles. La première modification, elle vise à offrir la possibilité d'ajouter une unité d'habitation additionnelle alors qu'un autre usage est déjà associé au logement. Actuellement, il y a un seul usage associé qui est autorisé par logement. Donc, si dans mon habitation, j'ai un salon de coiffure, par exemple, mais je ne peux pas avoir un logement d'appoint ou une maison de jardin. La réglementation actuelle ne me le permet pas. Ce qu'on propose, c'est un assouplissement. Donc, on veut permettre que la personne, le citoyen, qui a déjà un usage associé à l'habitation, qu'il puisse aménager un logement d'appoint ou construire une maison de jardin. On propose aussi qu'une unité d'habitation additionnelle soit associée à un usage plutôt qu'à un logement, oui, exactement. Donc, soit associée à un usage plutôt qu'à un logement, qu'une seule unité d'habitation additionnelle soit autorisée par lot plutôt que par logement. L'objectif ici, c'est de limiter le nombre de maisons de jardin qui pourraient être aménagées sur un lot où il y a un bâtiment de plus d'un logement. Donc, par exemple, si j'ai un bâtiment de 2 logements, bien, on ne veut pas que ce soit 2 maisons de jardin qui puissent se construire sur le terrain. On veut limiter la possibilité de construire à une seule maison de jardin. On vient aussi préciser qu'aucun usage principal d'une classe autre que la classe habitation ne peut être exercé sur le lot. L'objectif ici, c'est si on a un bâtiment mixte, donc par exemple, on a des logements à l'étage, puis un commerce au rez-de-chaussée, on ne veut pas permettre l'implantation d'une maison de jardin dans la cour arrière. Puis l'idée ici, c'est vraiment pour des raisons de cohabitation. On veut assurer une cohabitation harmonieuse, on veut assurer un milieu de vie de qualité aux résidents de la maison de jardin. Autre modification, donc on vient simplifier le calcul relatif à la superficie de plancher pour le logement d'appoint. Actuellement, la superficie de plancher d'un logement d'appoint ne doit pas excéder 75 de la superficie de plancher du logement où est exercé l'usage principal. Ce qu'on propose, c'est plutôt, on vient changer la référence. On vient dire que la superficie de plancher du logement d'appoint n'excède pas 40 de la superficie de plancher du bâtiment. Il faut savoir que 75 de la superficie de plancher du logement où est exercé l'usage principal, ça correspond à 42,8 de la superficie de plancher du bâtiment principal. Donc, l'idée ici, je voudrais qu'au niveau en termes de superficie, ça se ressemble beaucoup. L'idée, c'est vraiment de simplifier le calcul parce que c'est beaucoup plus facile de calculer la superficie de plancher, le pourcentage par rapport à la superficie de plancher du bâtiment plutôt que le pourcentage par rapport à la superficie de plancher où le logement principal est exercé. On vient aussi offrir la possibilité aux propriétaires d'une habitation de 1 à 3 logements, qu'elle soit une habitation isolée ou une habitation jumelée, d'aménager une maison de jardin sur son terrain.
Donc, on vient ici assouplir la réglementation, être plus permissif. On propose aussi de permettre à la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec d'autoriser l'implantation d'une maison de jardin à moins de 1,5 mètre d'une ligne de l'eau et d'exiger ou non l'installation d'une clôture ou d'une haie le long des murs de la maison de jardin. Ces dispositions ont été mises dans le règlement pour assurer une bonne intégration dans le milieu bâti, assurer une bonne cohabitation aussi avec le voisinage. Quand on est dans les territoires de la CUCQ, elle analyse les dossiers au cas par cas et juge, justement, va avoir un jugement sur est-ce que l'implantation qui est proposée est adéquate dans le secteur, est-ce qu'elle est en harmonie avec le cadre bâti existant. Donc, on veut lui permettre, par souci de cohérence, là, on veut permettre à la CUCQ d'autoriser un bâtiment, par exemple une maison de jardin, qui serait à moins de 1,5 mètre de la ligne de l'eau. Puis, de juger aussi si elle exige ou non la clôture ou l'aide. Puis, finalement, on vient exiger que la maison de jardin soit reliée à un trottoir ou à la chaussée d'une rue par une allée piétonne. L'objectif ici, c'est que la maison de jardin soit accessible par une voie publique. Donc, on ne veut pas que la maison de jardin soit accessible exclusivement par une ruelle. Vous savez, les ruelles n'appartiennent pas nécessairement à la Ville de Québec. Donc, il y en a certaines qui ne sont pas déneigées. Donc, pour des raisons de sécurité, on souhaite que ce soit accessible par la chaussée d'une rue. Pour résumer les modifications, donc, on vient offrir la possibilité aux propriétaires d'une habitation de 1 à 3 logements, qu'elle soit isolée ou jumelée, d'aménager une maison de jardin sur son terrain. Le bâtiment principal doit être utilisé à des fins résidentielles seulement, puis il y a une seule unité d'habitation additionnelle qui est autorisée par l'eau. On vient aussi offrir la possibilité d'ajouter une unité d'habitation additionnelle alors qu'un autre usage est déjà associé au logement. On vient donner plus de pouvoir à la CUCQ quant à l'implantation de la maison de jardin. On vient exiger que la maison de jardin soit reliée à un trottoir ou à une rue, ou à la chaussée d'une rue, pardon, par une allée piétonnière. Puis d'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner, mais ça, ce sera une modification avant adoption. Donc, on va venir préciser qu'il est vraiment question de la chaussée d'une rue. Puis, on vient aussi simplifier le calcul de la superficie de plancher pour un logement d'appoint. Donc, voilà, ça fait le tour pour les modifications. Au niveau des prochaines étapes, donc aujourd'hui, on est à la consultation publique, puis le règlement devrait être adopté à une séance du mois de mai ou juin, puis il entrera en vigueur aussi là, suite à l'adoption. Donc, voilà, ça fait le tour pour la présentation du projet de règlement. Alors, merci, Madame Dionne. Donc, vous voyez, c'était très court comme présentation, mais maintenant, on ouvre la période de questions et commentaires du public. Donc, si vous avez des questions, je vous invite, les personnes qui sont en salle, vous pouvez venir les poser au micro. Simplement vous présenter, nous dire peut-être de quel secteur de la ville ou à quel titre vous intervenez. Et puis, s'il y a des gens en ligne qui souhaitent poser des questions également, vous pouvez utiliser le bouton Q&R et puis lever la main en cliquant sur le bouton lever la main. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un en ligne qui a levé la main. Alors, en salle, j'ai personne qui vient au micro. Oui, après, OK, d'accord. Alors, on va prendre la personne qui a levé sa main en ligne. Maxime, si tu peux lui donner l'autorisation. Oui, je vois. Donc, c'est Madame Janet Drury. Vous pouvez ouvrir votre micro, Madame Drury, on va pouvoir vous entendre. Bon, vous Oui, m'entendez? oui, tout à fait, on vous entend. Oui, alors, je suis avec le conseil de quartier de Sillery. Nous, on est très préoccupés par la protection de la canopée. Et à l'étape précédente, quand on a autorisé les unités additionnelles, on a adopté une résolution afin de justement exprimer notre préoccupation à l'effet que les maisons de jardin, que ça risquait dans notre quartier
d'avoir beaucoup d'atteintes aux arbres qui, selon les règlements en vigueur, s'il y a s'il y a une construction qui est conforme à la réglementation, au zonage, on peut couper des arbres. Fait que on avait, dans notre résolution, demandé à la ville de prioriser plutôt les maisons d'appoint, plutôt que les maisons de jardin. Mais en tout cas, on voulait réitérer cette préoccupation-là, puis vous demander si vous avez envisagé une meilleure protection des arbres avec cette réglementation-là. Parfait. Alors, merci, Madame Madrouri. Donc, c'est Monsieur Bourgeois là, qui va vous répondre donc au niveau de l'analyse des permis. Oui, allez-y. Parfait. Donc, dans le fond, au niveau de la construction, que ce soit une maison de jardin, un cabanon, un garage, oui, on pourrait abattre un arbre pour mettre la construction. Cependant, c'est qu'il y a une norme selon la dimension du terrain. On va exiger un certain nombre d'arbres sur un terrain. Donc, si jamais il y a un arbre qui est abattu pour la maison de jardin, il va devoir être remplacé et même on va regarder est-ce que le terrain correspond à la norme d'arbres qu'on veut sur ce terrain, cette propriété-là. Donc, quand même, oui, peut-être qu'un arbre va être abattu, mais il y en a d'autres qui vont être plantés, assurément. Là, donc, c'est quand même une contre-mesure, si je peux dire. Puis, juste pour préciser, puis peut-être je vous redonne la parole tout de suite après, Mme Drury, mais parce que j'ai animé une consultation dans les dernières semaines au niveau justement des exigences là, de plantation d'arbres. Est-ce que ça fait suite à cette consultation-là? Donc, les normes ont été resserrées. Okay. Exactement. Parfait. Donc, oui, continuez, Mme Drury, on vous écoute. Oui, mais en fait, la préoccupation, c'est que même si on a modifié les réglementations pour exiger plus de remplacement des arbres, en fait, ou d'ajout d'arbres, c'est des tout petits arbres, ils sont très petits, hein? C'est des arbres qui vont être plantés, alors que la préoccupation qu'on a, c'est de protéger les arbres matures, qu'on en a beaucoup à Sillery. Et du fait que dans la vision de l'arbre aussi, on a identifié notre quartier comme étant en perte de la canopée. Alors, il y avait eu dans le plan d'action, dans le bilan de la vision des arbres, la vision de l'arbre, on avait prévu qu'on allait protéger les arbres. Fait que je suis préoccupée, la réponse, ça ne me rassure pas, mettons. OK. Donc, j'entends votre commentaire par rapport à la taille des arbres. Donc, on le prend en note. On note votre préoccupation. Donc, merci beaucoup, Mme Drury. Est-ce qu'il y a d'autres? Il y avait une dame qui voulait intervenir en salle. Voulez-vous venir au micro, madame? Bonsoir. On va juste attendre que le micro soit ouvert et puis qu'on puisse aussi vous voir à l'écran pour les gens en ligne. Oui, on vous voit. Allez-y. D'accord. Alors, en fait, nous, on est ici pour un peu plus justement approfondir ce que sera l'impact. Comment vous appelez puis de quel secteur vous êtes? Mon nom est Danielle Lefebvre. Je suis copropriétaire d'un immeuble de type jumelé bigénération. OK. Donc, un duplex jumelé bigénération. Donc, textuellement, c'est 2 logements d'un côté, 2 logements de l'autre, mais dont les rez-de-chaussée respectifs sont en mode bigénération. Puis dans quel secteur de la ville? Dans le secteur de Charlesbourg. OK. Alors, nous, notre démarche est déjà en branle, là, si on peut dire, pour avoir l'autorisation de faire une cloison qui sépare le rez-de-chaussée du sous-sol. Parce que à la base, la vocation bigénération, c'était justement pour permettre, le mot le dit, là, des gens de la même famille, ou du moins des gens qui se connaissent. Et lorsqu'est arrivée la situation de, si on peut dire, de l'atteinte à la vie privée, alors les locataires nous ont demandé l'autorisation de mettre une porte. Alors nous, ça a été conditionnel à ce que ça ne change pas la structure proprement dite. Mais là, nous, on désire se mettre à niveau puis aller avec la réglementation. On nous dit que la démarche qu'on doit faire, soumettre les nouveaux plans, etc., pour la cloison,
Par contre, il y a des frais. Alors, ma question, c'est avec l'allègement que vous proposez, donc il faut comprendre que le logement est déjà existant. Tout ce qui manque, c'est la porte. Mais elle est là, en fait. Mais on veut modifier pour rendre ça plus sécuritaire aussi. Alors, les frais que représente une demande, je pense qu'il appelait ça une demande de dérogation, est-ce qu'avec cet allègement-là, ça voudrait dire qu'on pourrait soumettre nos plans puis qu'on n'aurait pas nécessairement tout le fardeau financier qui viendrait avec ce qui était à l'époque une dérogation? OK, c'était une demande de dérogation mineure qui vous était demandée, savez-vous le terme? Je ne sais pas c'est quoi le terme. OK. Alors, je vois Nathalie qui veut Ouais, prendre le ben, micro. Nathalie Cournoyer, oui, allez-y. Votre situation est un peu particulière parce qu'il y a plusieurs choses là. Il faudrait vérifier votre situation dans votre zone, c'est combien de logements vous aviez droit? C'était quoi les conditions à la base, là? Parce que d'une zone à l'autre, c'est variable, là. Savez-vous Ben, dans votre zone jusqu'à combien de logements vous aviez droit à en la fait, base? vu qu'on est en bigénération duplex jumelé, c'est que C'était de ils font. l'unifamilial jumelé. C'est ça, fait J'imagine dans que le fond, vous aviez ils droit. n'autorisaient pas un troisième logement au sous-sol, mais techniquement, le logement, il est déjà existant. C'est juste qu'il n'y avait pas de séparation entre le rez-de-chaussée et le sous-sol. Donc, là, maintenant, pour faire autoriser ça, on nous demande de soumettre notre projet, puis il faut passer par la demande de dérogation. Fait que dans le fond, ce que vous expliquez, ça rejoint notre demande, au même titre que s'il n'y avait pas eu rien du tout au sous-sol, qu'on ferait une demande pour faire un ajout au sous-sol. Ça deviendrait une dérogation. Mais si vous faites déjà l'assouplissement une fois que la loi elle est passée ou votre règlement, est-ce qu'à ce moment-là, on évite le fardeau financier qui vient avec une demande de dérogation? En fait, c'est ça ma question. Ça m'étonne que ce soit une dérogation mineure parce que c'est comme rajouter un troisième logement dans un jumelé. Si vous êtes à 1, ça ne marche pas, là. Je vous inviterais à communiquer avec le 3 à 1 pour parler, pour qu'on puisse bien voir c'est quoi votre Mais situation. il y a déjà le comité qu'on a rencontré. Dans le fond, le dossier est déjà en branle. Là. Moi, mon but, ce n'était pas de faire du cas par cas. Je voulais juste comprendre quelles sont les autres alternatives si on se sent lésé dans le processus. Parce que ce que j'entends, moi, c'est que oui, il y a un assouplissement, mais de l'autre côté, on nous dit, ben là, ça ne veut pas dire que ça va être accepté. Mais... En fait, c'est que votre situation, c'est difficile pour nous de répondre sans savoir exactement qu'est-ce que la réglementation permet déjà dans votre zone. Donc, ça nous prendrait votre adresse. Peut-être si vous avez déjà un dossier d'ouvert, le numéro du dossier. Puis, si vous voulez rester après la consultation, nous laisser vos coordonnées. Les gens de la gestion du territoire pourront faire le suivi avec vous là, de votre dossier. Excellent, merci. Ça va? Merci. Donc, on poursuit en ligne. Maxime, je vois qu'il y a une autre main levée. Oui, et puis après ça, on aura une autre personne en salle. J'alterne en ligne en salle. Donc, on a Madame Marie Chi. Oui, bonsoir, Madame Chi. Bienvenue. Vous pouvez ouvrir votre micro. Ça va? Oui, on vous entend. Là, vous m'entendez? Oui, à quel titre vous intervenez? De quel secteur vous êtes? Moi, je suis dans le secteur de Sillery, le conseil de quartier. J'ai deux questions pour vous. C'est au niveau, premièrement, de la superficie de 40 %. La superficie totale de la maison, donc vous dites 40 %. Et quand on avait des garages, c'était combien? C'était 10 de la superficie de la maison. Et là, c'est dans cette maison de jardin, c'est 40 au complet de la maison, la superficie de plancher au complet. Alors, si la maison a 3000 pieds carrés ou quelque chose comme ça veut dire qu'il y aurait 1200 pieds à l'arrière. C'est ça que je veux la précision. Est-ce qu'on compte le sol? Est-ce qu'on compte? Qu'est-ce qu'on compte? Alors, votre question, c'est savoir quelle est la superficie autorisée pour la construction d'une maison de jardin par rapport à la superficie déjà construite, là. C'est ça? Oui. Alors, allez-y, Vanessa, Diane. Je vais commencer, puis Bernard, si tu veux compléter par la suite.
Faut savoir, la modification qu'on vient faire au niveau du pourcentage de superficie de plancher, c'est vraiment en lien avec le logement d'appoint. Donc, c'est la superficie du logement d'appoint qui se trouve à l'intérieur du bâtiment principal. Là, vous parlez de la maison de jardin. Donc, ça, c'est une condition, c'est une norme à laquelle on ne vient pas toucher là, dans le règlement qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, la maison de jardin, selon la réglementation actuelle, elle doit avoir une superficie maximale qui correspond à 75 de la projection au sol du bâtiment principal jusqu'à concurrence de 80 mètres carrés. D'accord, Donc, je comprends. Je voilà. comprends. Alors, en fait, c'est l'angle, c'est complètement la superficie de la maison assise sur le terrain. Donc, on a le droit à 75 OK. Exactement. Jusqu'à OK, parfait. concurrence de 80 mètres carrés. Voilà. OK, Donc, parfait. ouais. Donc ça L'autre peut pas être chose, plus que 80 mètres carrés. OK. OK. L'autre chose que je voulais vous demander, c'est au niveau dans la maison de jardin, vous avez dit que vous savez à peu près comment les terrains sont faits à Sillery. On est tous enclavés avec l'autre personne en arrière et etc. sur le côté. Donc, il n'y a pas de jardin, il n'y a pas de maison de jardin si elle n'est pas communiquée avec une ruelle ou avec un trottoir. Est-ce que ça veut dire que c'est simplement, vous allez rire, là, mais est-ce que c'est simplement les maisons qui vont être au coin des rues qui vont avoir accessibilité ou comment, si mon terrain est enclavé et je veux une maison de jardin, qu'est-ce que je fais si elle n'est pas communiquée avec aucune chaussée, aucune ruelle, rien, je suis enclavée de L'objectif tous de la les côtés? Ouais. Oui, eh bien, vous voyez là, le plan à l'écran, là, vous avez une situation sur 2 terrains. Donc, vous avez le lot de coins où on a la maison de jardin qui est accessible, qui est reliée avec une allée piétonne au trottoir directement. Puis, D'accord. dans le deuxième cas, vous avez un lot qui n'est pas un lot de coins, mais vous voyez l'allée piétonne est reliée à l'aire de stationnement, qui est reliée au trottoir et à la chaussée d'une rue. Donc, de cette façon-là, on voit qu'il y a une allée piétonne d'une largeur minimale de 1,2 m qui relie la maison de jardin au trottoir. Donc, ça, c'est un exemple qui fonctionne. L'idée ici, c'est de venir interdire la maison de jardin. On veut interdire que la maison de jardin soit accessible exclusivement par une ruelle. Donc, OK. si par exemple, on a une cour, on a un bâtiment principal qui est implanté à marge 0, donc on a un bâtiment rangé, par exemple, ben, on ne pourrait pas faire une maison de jardin dans la cour arrière puisque la maison de jardin ne sera pas accessible par la rue. Différemment, dans le fond, l'idée derrière, c'est qu'un ambulancier, un policier, un livreur arrive devant la maison et il voit qu'il y a une allée d'accès qui se rend à une autre adresse, à une autre chose, plutôt que si je me présente en avant de la maison, je ne vois aucunement qu'il peut y avoir une autre construction, un autre logement. C'est vraiment ça l'aspect de sécurité qu'on ne veut pas que ce soit accessible uniquement par une ruelle. OK. Alors, ça veut dire que si la maison de jardin serait, je veux bien comprendre, si la maison de jardin serait accessible simplement par l'entrée de la maison, elle ne sera pas permise parce qu'il n'y a aucune autre façon d'aller vers la maison de jardin si on est enclavé. Ça dépend qu'est-ce que vous voulez dire par l'entrée de la maison. Comme on voit dans l'exemple de gauche, je suis capable de traverser tout le stationnement, traverser mon petit trottoir et arriver à ma maison. Ça, c'est correct. On peut se faire une allée directement de la rue jusqu'à la maison de jardin aussi. Il faut y avoir une facilité, là. Je ne pourrais pas être obligé d'escalader une voiture pour me rendre à la mini-maison. C'est un peu l'idée de dire qu'on doit se rendre à la chaussée de la rue. OK, je comprends très bien. Je vous remercie beaucoup. Merci. Et ma dernière question, quand vous parlez de logement comme ça, juste pour une précision, parce que si quelqu'un décide d'avoir un garage, quelle superficie qu'on respecte à ce moment donné-là pour un garage? Dans le fond, je pense qu'on revient à votre question du début, le 10 qu'on avait. L'idée, c'est qu'il y a OK. toujours un 10 maximum de construction accessoire
sur le terrain. Donc, au total, j'additionne ma remise, le garage existant, la maison de jardin. La somme de toutes ces constructions-là ne doivent pas dépasser 10 %. Donc, c'est ce qui vient limiter aussi le nombre de constructions qui vont être sur un terrain par le fait même. Je vous remercie énormément. Merci, ça m'a vraiment Plaisir. éclairé. Merci. Merci, Madame Chi. Donc, on continue en salle. Monsieur, vous pouvez venir au micro. Oui, bonjour. Lucas Bertillon, j'habite au centre-ville, donc quartier. Comment vous vous appelez? Lucas Bertillon. Oui. Ouais. Quel quartier, excusez-moi? Saint-Sauveur. Saint-Sauveur, OK. Donc, premièrement, je salue le règlement où est-ce qu'on se veut un assouplissement pour une densification, je vais dire, plus gentille. Ma question relie vraiment le quartier du centre-ville. Là. Ça, je trouve que ça s'adresse beaucoup au quartier de banlieue où est-ce qu'on veut ajouter des maisons de jardin, des annexes, etc. Dans un contexte où est-ce qu'on est en marge zéro de chaque côté, puis on veut faire un ajout d'étage, avez-vous prévu quelque chose au règlement par rapport aux accès? Je sais qu'il y a des dérogations, surtout dans les milieux centraux, là, où est-ce qu'on peut avoir des empiètements en marge avant sur les trottoirs, souvent à partir de 3 mètres de hauteur. Avez-vous prévu quelque chose par rapport aux escaliers pour se rendre à ces dégagements-là ou à ces empiètements-là qui sont permis? Par exemple, s'il y avait un logement qui était ajouté en... Oui, c'est ça. Exemple, dans un contexte où est-ce qu'on a un duplex 2 étages, avec les marges de hauteur, on peut se dire on va ajouter un étage. On ne peut pas, par contre, ajouter Un escalier. un nouvel espace ou une nouvelle manière d'y accéder sans modifier l'escalier existant. Le dégagement minimum à l'avant fait en sorte qu'on ne peut pas non plus, ajouter un escalier sans dire qu'on tombe dans l'empiètement à partir d'une certaine hauteur. Y avez-vous pensé? Alors, est-ce que vous... Oui, Nathalie, veux-tu répondre à ça? Pas dans le cadre de ce règlement-là. On prend note de vos préoccupations, mais là, ce soir, c'est vraiment juste pour les unités d'appoint et les maisons de jardin. Ce que vous parlez, c'est un autre article du règlement qui n'est pas en modification réglementaire ce soir. Là. Mais Ça se veut quand même dans la même optique où est-ce qu'on veut une densification respectueuse dans le quartier urbain, non? Mais c'est un autre article du règlement, mais on prend note que ça pourrait se faire dans un cadre de ce qu'on appelle un omnibus, là, où plusieurs normes du règlement sont modifiées. On pourrait voir ce qui peut être fait. Je suis quand même surpris que vous avez oublié littéralement peut-être 40 % de la population de Québec à cause de tous les quartiers centraux là, qui sont reliés en marge zéro ou avec en marge zéro d'un côté puis pas d'accès de l'autre côté. En fait, votre question, c'est... Parce que si la hauteur le permet, vous pouvez ajouter un étage, mais à ce moment-là, il faut faire une demande de permis, puis vous me corrigez, M. Bourgeois, là, mais chaque demande est analysée, puis là, il peut y avoir des ajustements, j'imagine, mais c'est analysé par la commission d'urbanisme Ce aussi. que je comprends, l'enjeu, c'est, admettons, vous avez de la place pour ajouter un deuxième étage, mais souvent, ça va être d'ajouter un escalier extérieur que vous avez des problèmes avec les marges à l'implanter conformément au code de construction. Dans les secteurs centraux, je pense le vieux Limoilou, qui a des espaces quand même à l'avant, il y a des possibilités de plus qui sont prévues au zonage pour ça, mais il y a quand même, ça ne vient pas jusqu'au trottoir. En empiètement, c'est quand même des cas, c'est de la complexité quand même. C'est comme de dire, je veux empiéter chez le voisin, mais il peut y avoir des enjeux, des choses, des constructions qui sont accrochées aussi. Oui, mais... Donc, c'est quand même complexe. Puis souvent, je vous dirais, oui, on veut mettre des escaliers à l'extérieur pour gagner de l'espace intérieur, je le comprends, mais ça amène d'autres contraintes là, au extérieur. Mais il y a déjà des normes qui sont quand même prévues pour les secteurs centraux. Mais dans certains cas, on peut penser centre-ville, d'ouvrir une porte sur le trottoir, ça peut être problématique aussi. Donc, il y a toutes sortes de choses comme ça qu'on ne peut pas nécessairement ouvrir plus de possibilités parce qu'il y a des enjeux de sécurité ou des contraintes. Je vais vous donner le cas précis quand même parce qu'on essaie de s'évader avec des particularités, là, mais le cas précis, je vais vous annoncer qui peut-être pourrait être regardé. Là. On a un dégagement à l'avant qui permet un escalier. Donc, on n'est pas dérogatoire par rapport à l'escalier pour l'accès sur 2 étages. Il y a déjà prévu dans le règlement où est-ce qu'on peut avoir un empiètement d'1 mètre sur la voie publique qui est le trottoir sans toucher à la voie d'accès. Donc, évidemment, on n'est pas au-dessus de la chaussée. Il y a déjà un empiètement d'1 mètre qui est permis à partir d'un dégagement de 3 mètres du sol. Okay? Ça, c'est pour les balcons, pour les bâtiments, pour des accès fenêtres, mais pas pour les escaliers. Donc, mon point est qu'on peut prévoir une surextrusion d'1 mètre sur un trottoir. J'espérais voir qu'on le permette aussi pour un escalier parce qu'à partir du moment qu'on dépasse les différents éléments importants, qu'on a la bonne hauteur, etc., on peut y avoir accès à ce balcon-là qui est en empiètement déjà puis qui est permis déjà dans un règlement.
Étonnant qu'on permette des escaliers sur le trottoir. Là. Ça complexifie. L'escalier n'est pas sur le trottoir. L'escalier est en marge, au-dessus d'un trottoir, comme que vous permettez déjà dans le cas des balcons, des fenêtres en saillie, des façades à arc qui tombent en empiètement sur la marge du trottoir. On n'est pas sur le trottoir physiquement. Là. Est-ce que vous avez comme une demande en cours déjà en analyse? J'ai déjà eu des discussions avec un urbaniste de la ville. OK. Donc, peut-être que, parce que là, c'est sûr que ce soir, on ne pourra pas régler chaque cas particulier, mais... Mon point n'est pas de régler mon cas. Mon point est juste que peut-être que vous auriez un de travail à voir faire d'autres façons des d'identifier. quartiers centraux, parce que clairement, ça touche énormément de bâtiments en ville où est-ce que on se retrouve avec des bâtiments qui ont 2 étages de plus que nous à côté qui sont permis. Mais nous, parce qu'on ne peut pas modifier les escaliers intérieurs parce qu'il n'y en a pas, qui a été prévu architecturalement parlant, on a modifié les règlements avec les années pour accommoder les accès avant puis l'empiètement qui se faisait déjà, mais on n'a jamais touché aux escaliers. Ouais. Alors qu'au final, ça brime aucun autre règlement. C'est littéralement un oubli. Alors, merci. Alors, en fait, c'est sûr que ça ne peut pas être modifié dans le cadre du règlement actuel. Par contre, vous avez quand même l'élu en charge de l'habitation qui est là pour vous entendre, donc qui pourra justement, faire des demandes au service de la planification de l'aménagement pour d'autres modifications réglementaires. Merci, M. Berthiaume. Donc, on continue. Je vais juste voir si en ligne, on a d'autres mains levées. Oui, on avait... par contre... si vous permettez, je vais juste voir. Oui, on a d'autres mains levées en ligne, donc on va alterner encore entre en ligne et en salle. Donc, on a Mohamed Ali en ligne. Vous pouvez ouvrir votre micro? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, la première chose que je veux dire, c'est que je ne suis pas vraiment très à l'aise avec la terminologie que vous employez. J'appelle parce que je réside d'abord au quartier Saint-Sacrément. Oui. J'ai une maison unifamiliale avec une extension. Donc, quand j'ai acheté la maison, il y avait des bureaux au rez-de-chaussée, la place où il y avait le garage. Donc, je n'ai rien modifié. Tout était prêt comme pour en faire un logement. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait la demande et puis ça a marché pour que j'ai 2 adresses maintenant. Donc, c'est une maison unifamiliale. Il y avait un passage entre les 2 logements, si on peut dire, ma maison et puis l'extension que je loue actuellement. Je me demande le haut de cette extension parce que c'est comme à côté collé à la maison. Est-ce que ça peut, je peux profiter de cet allègement pour ajouter une unité d'appoint? Je ne sais pas si... Alors, je sais pas si vous avez compris. Oui, on comprend qu'il y a déjà une unité d'appoint déjà. Vous dites qu'il y a une extension à votre maison, puis cette extension-là sert de logement additionnel, c'est ça? Attendez, L'extension que vous avez à votre maison, est-ce que vous louez ce logement-là? Oui, oui. Le rez-de-chaussée de l'extension. Le rez-de-chaussée uniquement, c'est parce que c'est séparé. Le haut, je l'utilisais au début, là, comme c'est une sorte de loft, là. Mais il n'est pas. Alors, juste, on va donner le micro à Vanessa Diane pour échanger avec vous. Si je comprends bien, votre bâtiment, il compte déjà 2 logements, c'est bien ça? Oui, oui, oui. Donc, malheureusement, vous ne pouvez pas ajouter un logement d'appoint, étant donné que le logement d'appoint est permis seulement pour les habitations de 1 logement. Si vous avez déjà une habitation qui compte 2 logements, puis vous voulez faire un 3e logement, à ce moment-là, il faut vérifier à la grille de spécification au zonage pour savoir si c'est possible de faire 3 logements dans votre zone. Mais vous ne pouvez pas vous prévaloir là, du logement d'appoint. Parce que c'est une familiale. C'est mon beau-frère qui habite dans le logement. On a une porte qui ouvre dans la maison, là, dans le sous-sol. Et l'autre, une chambre d'appoint en haut. Okay. C'est ça qu'on voulait.
Écoutez, parce que là encore, on ne pourra pas discuter de chaque cas spécifique. Là. Vous comprendrez que donc, l'idéal, ce serait vraiment que vous appeliez le 311 pour parler avec un agent à l'analyse des permis, là, sans nécessairement faire une demande de permis. Là, vous pouvez quand même faire au moins vous renseigner là, sur qu'est-ce qui est permis dans votre zone, voilà, dans la zone où vous habitez, en fait. Parce que j'ai vu l'allègement, si quelqu'un qui a une maison unifamiliale, il peut faire une maison d'appoint ou qu'est-ce que vous... C'est comme une chambre sur le garage. C'est ça? Ouais. Mais là, de ce qu'on comprend de votre cas, vous semblez déjà avoir un logement d'appoint en plus de votre maison. Donc, faites vraiment le 311, appelez le 311, vous composez 311 ou vous y allez en ligne, là, et puis ce sera le plus efficace là, pour avoir réponse à vos questions. C'est beau, merci. Merci à vous. Donc, on continue en salle. Oui, monsieur, vous pouvez venir au micro. Dites-nous, présentez-vous. Serge Venn, on est propriétaire à Sainte-Foy. Serge, comment? Venn. Venn, oui, bienvenue. On pensait que ce soir, c'était pour densifier les logements, pas juste pour les logements d'appoint dans la cour. Est-ce que c'est le cas ou... Parce que nous, on peut construire un duplex, mais on se disait, s'ils veulent plus de logements, peut-être qu'on pourrait faire un triplex ou un quadruplex sur le même terrain. Est-ce que ça fait partie de l'assouplissement? C'est les unités additionnelles. Donc, ce n'est pas juste les maisons de jardin, mais je vais laisser Vanessa répondre là, pour la spécificité parce que c'est plus complexe. Là, oui. C'est ça, la modification réglementaire qu'on présente aujourd'hui, ça touche vraiment les unités d'habitation additionnelles. Donc, on pense au logement d'appoint, qui est un logement qui est aménagé à l'intérieur d'une habitation unifamiliale isolée. Puis, on a la maison de jardin qui peut être aménagée dans la cour arrière. Comme on le propose, ça pourrait être aménagé, par exemple, dans la cour d'une habitation de 1, 2 ou 3 logements. Et on ne touche pas au nombre de logements qui sont autorisés comme usage principal dans les zones. OK. Donc, même si c'est des nouveaux logements. Parce que nous, c'est un bungalow. On s'est informé, on peut faire un duplex. Oui. Mais on se disait peut-être qu'on pourrait faire un triplex s'ils veulent densifier le logement. Alors, il faut voir si la réglementation le permet. Mais je pensais que c'était ça que vous modifiez. Non. C'est vraiment juste pour les cabanons. Ouais. Puis les logements d'appoint. Donc, si, par exemple, vous avez une unifamiliale, puis le 2 logements n'est pas autorisé dans la zone, à ce moment-là, on peut faire un deuxième logement par le logement d'appoint. Okay. Mais c'est pas une modification qui vise à autoriser l'ajout d'un logement quand on a déjà 3 logements, par exemple, ou 2 logements là, dans le bâtiment. Mais il n'y a pas de modification au niveau c'est comme nous, on a un duplex présentement. Il n'y aura pas d'allègement pour faire un triplex, mettons. Pas par cette modification-là. Ça serait une modification au niveau du règlement d'arrondissement. Merci. Voilà. Parce que tout ce qui est augmentation de hauteur ou du nombre de logements, ça prend aussi une consultation publique spécifique à votre zone, s'il y a des changements. OK. Oui. Oui, il y a quand même beaucoup de modifications en cours, je vous dirais, dans beaucoup de quartiers actuellement. Donc, voilà. Oui, tout à fait. Une maison de jardin, ce que vous ne pouviez pas faire actuellement. Vous pourriez construire un 2 logements plus une maison de jardin, ce qu'on ne pouvait pas faire. Donc, indirectement, une petite possibilité de plus. Attendez, parce que là, les gens en ligne ne vous entendent pas. Donc, si on embarque dans des conversations, c'est ça, les gens en ligne n'entendent pas ce qui n'est pas dit au micro. Donc, mais on a pris en note votre point là, que idéalement, vous auriez aimé qu'on modifie la réglementation à l'échelle de toute la ville pour augmenter le nombre de logements, pas juste les unités additionnelles, en tout cas, pas juste les logements d'appoint ou les maisons de jardin. Donc, OK. OK. Alors, c'est par rapport au communiqué que vous avez reçu. OK. Bien, c'est une des mesures, en fait, pour densifier, pour accroître le nombre de logements issus de la vision de l'habitation, mais ce n'est pas la seule. Il y en a beaucoup d'autres, mais en tout cas, c'est une des mesures ce soir. Donc, je continue en ligne. Donc, Maxime, on a une autre personne en ligne. Donc, Alexandre Bilodeau. Oui, M. Bilodeau, vous pouvez ouvrir votre micro. On vous écoute. Oui, bonjour. Donc, oui, moi, mon nom, c'est Alexandre Bilodeau. Je suis dans le secteur de Charlesbourg et puis je suis propriétaire d'un triplex.
Je voulais savoir, selon la grille de spécification là, pour les unités d'habitation, moi, c'est maximum 1 à 3 logements. Donc, la maison de jardin ne vient pas rajouter un 4e logement. Elle reste autorisée, dans le fond. Ben, oui, c'est ça. Si vous avez déjà 3 logements, par exemple, dans votre bâtiment, puis ça, c'est le nombre de logements maximal qui est permis à la grille, ben, vous avez le droit de faire une maison de jardin dans votre cour pour ajouter un 4e logement sur la propriété. C'était juste, je voulais valider cette information-là. Et puis, pour ce qui est de la maison de jardin, est-ce qu'on peut y faire un sous-sol pour agrandir là, le pied carré? Là, dans le fond, avoir un sous-sol plus un étage ou 2 si on ne dépasse pas 5 mètres de hauteur. C'est ça, la hauteur maximale, c'est le 5 mètres. Alors, Oui. question pour Bernard Bourgeois. Allez-y. Oui, exactement. Dans le fond, elle doit reposer sur une fondation. La fondation pourrait être un sous-sol qui pourrait être habitable. Au niveau de la hauteur, comme vous disiez, c'est 5 mètres ou au maximum de la hauteur du bâtiment principal existant. Donc, oui, on pourrait faire un sous-sol. Si on est bien fort et qu'on fait ça conforme au code limite, peut-être que vous pourrez avoir un 2 étages, effectivement, mais ça OK. va être aux limites. Mais oui, OK. c'est possible. L'important, je répète, il faut que ça respecte le code de construction. Donc, les fenêtres, les dimensions, les hauteurs sur le plafond, très important à respecter. De là que c'est sûr que si on vient jouer sous-sol, étage, faut faire ça dans les règles d'art. OK. Et puis le 5 mètres, si on y met un toit plat, est-ce qu'on peut avoir une terrasse sur le dessus ou est-ce que les gardes, les rembarres, les gardes là, dépasseraient le 5 mètres? Si le toit, à lui, arrête en deçà de 5 mètres, mais qu'on aurait des éléments qui dépasseraient 5 mètres, comme des gardes de galerie. Malheureusement, c'est quelque chose que je ne peux pas vous répondre aujourd'hui. C'est quand même particulier, puis c'est la première fois dans plus d'1 an que j'ai la question. Je me le note certainement pour qu'on puisse avoir la réponse, mais aujourd'hui, je ne m'avancerai pas, mais c'est sûr que via une demande de permis, c'est le genre de choses qu'on va pouvoir regarder, là. Je peux m'avancer déjà s'il y a des murs à la terrasse, c'est sûr que non. Juste des garde-corps, c'est la nuance qu'il faudrait vérifier dans ce cas-ci. OK, parfait. Ça complète mes questions. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres gens en salle qui veulent poser des questions, qui ne sont pas venus au micro déjà? Oui, bonsoir, monsieur. Nicolas Savard, je suis constructeur. Une petite question technique au niveau du calcul. Lorsqu'on calcule la superficie du bâtiment, on parle de 40 maximum de la superficie du bâtiment. Est-ce que le sous-sol est inclus dans le calcul ou c'est juste le hors-sol qui compte? Au niveau du logement d'appoint, c'est la superficie de plancher du bâtiment, là. Donc, oui, le sous-sol compte dans la superficie de plancher. Ouais. OK, parfait. Merci. Merci. Donc, on continue en ligne. On a 2 mains levées en ligne. Je vais y Oui. aller avec une personne qui n'avait pas pris la parole encore, donc José Lacroix. Puis ensuite, on pourra vous donner un 2e droit de parole, Madame Drury. Donc, je commencerai par José Lacroix. Oui, vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, bonjour. Moi, j'habite dans le secteur de Val-Bélair. Puis je m'excuse, là, peut-être que la question a déjà été posée, mais moi, j'ai comme 2 terrains. Je suis un derrière l'autre, c'est-à-dire je suis en profondeur, mais j'ai des fosses septiques. Alors, est-ce que j'ai de la place pour faire une 2e fosse septique? Est-ce qu'on peut construire une maison d'appoint selon mon contexte? Alors, je vais laisser M. Bourgeois répondre. Peut-être qu'il faudra que vous fassiez le 3-1 également, là. Allez-y, M. Bourgeois. C'est des cas particuliers, mais de ce que j'entends que vous dites, il y a 2 terrains, 2 lots. C'est important qu'il faut que le bâtiment principal et la maison de jardin soient sur le même lot. Ça, c'est la première question. Sur fosse septique, oui, il y a possibilité. Par contre, elle doit être conforme pour le nombre de chambres que vous allez avoir au total qui vont être reliées à cette fosse septique-là. Donc, oui, mais ça dépend toujours de comment est fait votre terrain et l'aménagement en tant que tel. OK. Ça fait qu'il faut que ça soit sur le même lot. Oui, exactement. Même lot, ou vous pourriez avoir à unifier les lots là, si c'est possible dans votre cas. OK. Merci beaucoup. Merci à vous. Puis, n'hésitez pas à faire le 3-1, encore une fois, là, pour aller chercher d'autres renseignements. Donc, Madame Drury, à nouveau, si vous voulez, on va vous donner l'autorisation d'ouvrir votre micro dans quelques instants. Et puis, vous pourrez
prendre la parole pour une deuxième fois. Oui, on vous écoute, allez-y. Bon, je suis là. Oui. Oui, alors, il y a des choses, en fait, oui, je voulais mieux comprendre pour la maison de jardin. On en a parlé tantôt, juste, par exemple, c'est parce que dans la première modification, quand on a autorisé les unités additionnelles, on avait comme tout expliqué, la hauteur, le pourcentage d'air verte. Et là, j'essaie de voir l'impact maintenant que si on a, par exemple, une triplex, on pourrait avoir une maison de jardin. Ce serait quoi la hauteur qui pourrait être permise? Puis au niveau de le stationnement, est-ce qu'il y a une obligation d'avoir un stationnement ou si on ajoute un espace de stationnement, comment est-ce qu'on tient compte de le pourcentage d'air verte? OK. Alors, donc là, on va y aller dans l'ordre. Si on regarde d'abord par rapport à la hauteur permise, mettons que c'est un triplex, ce serait quoi la hauteur permise pour la maison de jardin? Donc, dans ce cas-ci, ce serait toujours le 5 mètres maximum ou la hauteur du bâtiment. On peut imaginer que triplex va être plus haut que 5 mètres, donc ce serait vraiment le 5 mètres qui serait la mesure la plus contraignante. Si je poursuis, j'ai en tête l'aire verte. Dans le fond, c'est quelque chose qui va toujours rester sur le terrain. Il y a l'aire verte, donc peu importe le stationnement, les constructions qu'on va ajouter, notre pourcentage d'aire verte doit être respecté. Suite à ça, vous avez dit au niveau des stationnements, c'est tout l'aménagement va devoir être conforme, mais il n'y a pas nécessairement de stationnement qui est exigé pour la maison de jardin en particulier. On n'en exige pas un de plus. C'est quelque chose qui peut être ajouté par contre par les occupants, les propriétaires, mais ils devront être conformes au niveau du règlement. Il y a quand même plusieurs normes au niveau des stationnements. Ils doivent respecter l'aire verte et la plantation d'arbres aussi. Exactement. Fait que tous ces aspects-là s'additionnent, restent quand même applicables. C'est parce que nous, on a eu un problème avec la définition d'aire verte aussi dans la réglementation parce qu'on a vu, par exemple, les terrasses étaient inclus, je crois. Des fois, même possiblement un stationnement si ce n'est pas pavé. Là. En tout cas, c'est peut-être quelque chose à regarder aussi, l'impact sur le pourcentage d'air verte. Puis, j'avais juste un autre commentaire aussi. Ça serait bien que la Ville précise ce qu'elle entend par densification douce. Parce que j'ai comme l'impression que c'est pas douce partout. Là. Fait que ça serait bien d'avoir une meilleure image, une meilleure vision de qu'est-ce qu'on vise, en fait. C'est quoi la vision? OK. Donc, merci, Mme Drury. Donc là, c'est sûr que votre dernière question est plus, je ne vais pas dire philosophique ou peut-être plus politique, mais vous avez quand même, il y a quand même beaucoup d'orientations qui sont expliquées dans la vision de l'habitation. Mais moi, je pense que c'est vraiment pas clair. Là, oui. au niveau de la planification, qu'est-ce qu'on prévoit pour la ville? On parle de densification douce, mais on construit beaucoup de densité. Là. Oui. Alors, je vois que Mme Boucher, vous souhaitez prendre la parole. Allez-y. En fait, une densification douce, une densification qui est adaptée au milieu dans lequel elle s'intègre. Donc, arriver avec une unité d'habitation, j'allais dire accessoire, mais additionnelle, merci, c'est l'additionnel. Donc, arriver avec une unité d'habitation additionnelle dans un quartier où il y a des unités familiales, où il y a des duplex, pour nous, ça, c'est de la densification douce, effectivement. Vous le savez qu'on est actuellement dans la révision du plan d'urbanisme et de mobilité de la Ville de Québec. Donc, dans cette planification-là, on regarde aussi la vision de la Ville par rapport à la densification, les secteurs qui sont amenés à être plus en densification douce, un peu comme ce qu'on vient voir aujourd'hui avec la réglementation, mais d'autres secteurs qui vont être amenés à avoir une densification qui est plus importante, par exemple, sur les abords du tramway. Donc, ce sera, c'est un travail en continu actuellement au niveau de la consultation, même avec les citoyens pour le plan d'urbanisme et de mobilité. Mais on continue tout de même à avancer actuellement
plusieurs modifications réglementaires, comme celles qu'on fait aujourd'hui, pour pouvoir venir s'adapter au contexte de manque de logement, de manque même des unifamiliales. Là, on en manque actuellement à Québec. Les gens quittent la ville pour aller s'installer dans une maison en périphérie. On veut les garder, on veut que les familles restent à Québec. Donc, on s'assure de pouvoir avoir une offre pour maintenir la population de Québec à Québec et continuer d'être attractif aussi. Alors, merci Mme Boucher, merci Mme Drury. Donc, on prend bien note de vos commentaires. Je vais poursuivre avec une autre main levée en ligne. Donc, Guillaume Desrosiers, on va vous donner l'autorisation d'ouvrir votre micro. Puis, je remercie mon collègue Maxime là, qui gère là, justement les autorisations de micro. Allez-y, M. Desrosiers, on vous écoute. Oui, bonjour. Je m'appelle Guillaume Desrosiers. Je suis du secteur de Les Rivières. Nous sommes propriétaires d'un duplex avec mon frère. Puis, je voulais savoir le calcul pour la maison de jardin, le nombre de bâtiments, parce que nous, on a le duplex, on a une remise et un petit garage. Puis, on a un terrain de 1500 mètres carrés. Donc, je voulais savoir la grandeur qu'on aurait droit pour la maison de jardin. Non. OK. Donc, vous avez un duplex sur le terrain, vous avez une remise et un petit garage. Et en tout, votre terrain fait 1500 mètres carrés. Exact. Est-ce qu'il faut savoir la superficie du duplex? 10% OK. Donc, je vais laisser Nathalie vous répondre. Nathalie. Ou Bernard. M. Bourgeois l'a dit tout à l'heure, l'a expliqué, c'est 10% de la superficie du terrain qui peut avoir qui représente votre total de superficie que vous pouvez avoir. Donc, il faut vous calculer la superficie du garage, la superficie de la remise pour savoir quelle grandeur de maison de jardin vous avez droit. Là. Le total de tout ça doit donner 10% de votre total. Donc, vous avez droit à 150 mètres carrés de construction accessoire. OK, accessoire. Et donc, dans le 150, compte pas. Dans le 150, il y a la remise et le garage qui comptent aussi. Oui. OK. Exact. Puis, pas oublier qu'il y a toujours le 75% de la superficie du bâtiment principal maximum qui peut être, dans le fond, en maison de jardin, puis toujours une grandeur maximum absolue de 80 mètres carrés aussi. L'aire verte. L'aire verte. Donc, c'est pour ça qu'on dit souvent c'est du cas par cas, appeler le 3-1 ou déposer une demande de permis. Et ça prend de l'analyse selon le cas particulier du terrain et des constructions qui sont déjà présentes sur le terrain. Ça a beaucoup d'impact dans ce qui peut être fait ou non sur le terrain. OK, merci. Merci à vous. Alors, oui, Maxime, est-ce qu'il y a des questions par écrit peut-être que tu voudrais nous lire? Oui, tout à fait. On a une question d'une personne dans le QNR. Oui. Alors, je vais la lire. C'est pas personne en salle. Alors, elle souhaite savoir, dans son cas, elle répond à tous les critères de mini-maison. Donc, alors, sans doute une maison de jardin ou peut-être même un logement d'appoint. Elle souhaite savoir s'il y aurait un projet de subvention à venir par rapport à ça. Est-ce qu'il y aura une réflexion pour un programme ville de subvention pour des proches aidants qui veulent accueillir des parents âgés ou un jeune adulte avec une déficience intellectuelle, sachant que ce type de logement, des logements sociaux en développement abordable, sont rares et que ça ne semble pas une priorité pour le gouvernement provincial. Alors, la question donc des subventions, plus par rapport peut-être au programme d'Accès Logis, c'est peut-être en lien avec, pas Accès Logis, excusez, le programme de subvention de la ville là, pour les... Est-ce qu'on parle pour le développement de logements ou pour l'accompagnement? Parce que c'est sûr que pour ce qui est de l'accompagnement des gens, là, on parle davantage d'une responsabilité du provincial. Puis ça, l'accompagnement propre, là, c'est plus sur le CIUS, au niveau provincial. Si c'est une subvention pour pouvoir... Là, c'est le bout. Alors, ce que je comprends de la question, donc, c'est voir si la ville a une réflexion pour développer éventuellement un programme de subvention pour aider les proches aidants à accueillir soit parents âgés ou jeunes adultes qui ont une déficience dans des logements. Donc, on parle de logements sociaux, mais ça pourrait être aussi logements accessoires, j'imagine. Une subvention au logement pour pouvoir accueillir. Pour aider à bâtir. OK.
Actuellement, ce n'est pas dans les cartons. Donc, je comprends que c'est une proposition dans le contexte. Donc, j'en prends note. Je vous remercie. Alors, merci pour la question. On peut la rendre publique, la question, Maxime, si on veut, pour que les gens en ligne puissent la voir aussi par écrit. Donc, merci beaucoup pour la question. Puis comme ça, on va pouvoir aussi la compiler dans le rapport de consultation. En fait, la question commentaire, c'était plus un commentaire, mais pour aider la Ville dans ses réflexions futures. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions dans le QR par écrit, Maxime? Non, c'est tout pour l'instant. OK. Donc, alors à ce moment-là, est-ce que dans les gens en salle, aviez-vous d'autres questions ou commentaires? Ça fait le tour. Je ne vois pas d'autres mains levées non plus. Alors, une fois, 2 fois, 3 fois. Alors, écoutez, c'est ce qui mettrait fin à la consultation. Je vais laisser le mot de la fin à Mme Boucher pour la conclusion. Puis, je vous rappelle que l'enregistrement et la présentation, on va les verser dès demain là, sur la page web. Vous pourrez les consulter à nouveau. Merci. C'est rare que quand je vais dans les consultations publiques, j'ai des gens de tous les arrondissements comme on a eu aujourd'hui dans les commentaires. Donc, il y a peut-être Beauport, là. Il y a peut-être quelqu'un en ligne qui est à Beauport, mais il n'y a personne de Beauport qui a posé des questions. Mais on a des gens des Rivières, de Sainte-Foy, de l'arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, Charlesbourg, la Cité-Limoilou, la Haute-Saint-Charles, qui sont venus poser des questions. Puis je comprenais qu'il y avait quand même un intérêt envers cette réglementation-là, parce que c'était des questions qui étaient quand même spécifiques. Vous avez quand même bien challengé l'équipe dans les questions, mais en même temps, j'y vois un grand intérêt d'embarquer dans ces changements-là, puis de finir finalement de développer votre propre maison de jardin ou bâtiment accessoire. Donc, j'y vois un intérêt et c'est positif pour nous parce que ce qu'on comprend, c'est qu'on est sur la bonne voie. Vous le savez, cette réglementation-là, on est venu aujourd'hui parce que aux dernières consultations, ce qu'on s'était fait dire, c'est qu'on peut aller encore plus loin. Les questions qu'on reçoit aujourd'hui nous amènent nous-mêmes à nous poser plusieurs questions aussi. C'est une réglementation qui risque d'être en évolution parce que c'est quand même nouveau pour la Ville de Québec. Donc, on va continuer à regarder comment ça vit, comment ça permet aux gens de développer. C'est certain qu'un an après l'adoption du règlement, on ne s'attendait pas à ce qu'on ait une explosion au départ, étant donné que c'est nouveau comme réglementation à Québec. Il faut d'abord que les gens connaissent la possibilité. Là, je pense qu'on est rendu là. Tranquillement, les gens connaissent cette possibilité-là. On vient assouplir les règles, puis on permet aux gens d'embarquer dans ce mouvement-là, de faire de la densification douce, comme la dame parlait tout à l'heure. Donc, je vous remercie beaucoup de vos commentaires et vos questions. Elles nous font beaucoup cheminer. Merci, Mme Boucher. Merci aux participants en salle. Merci aux participants en ligne. Alors, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci.